Alors, je m'appelle Philippe Bogola. Ce qui me réunit avec Jean-Pierre, c'est une approche pluridisciplinaire. Je suis physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste. Alors, avec ces disciplines, je vais dialoguer avec Jean-Pierre au sujet de son modèle et essayer de comprendre pourquoi ce modèle est dérangeant. Voilà. Bon, alors moi je me présente aussi, Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche au CNRS, retraité et ayant passé des décennies à construire un modèle cosmologique et trouvant toutes les portes fermées. Voilà. On va revenir sur des points fondamentaux. En histoire des sciences, un modèle, il doit être prédictif, il doit coller aux expérimentations. Et quand il arrive à le faire, il doit aussi ouvrir à ce que Karl Popper appelle la réfutabilité. C'est-à-dire, si on a un modèle qui fonctionne tout le temps, par exemple, Karl Popper était très sévère sur le darwinisme parce que ça fonctionne tout le temps. On peut dire que c'est la génétique ou l'inconscient. Donc il faut aussi qu'un modèle, on puisse savoir où il s'applique, son modèle, son pôle d'excellence, où il ne s'applique pas. Alors, les grandes énigmes de l'univers, c'est déjà l'accélération de l'expansion de l'univers. Voilà. Alors, normalement, si on part du Big Bang, on ne va pas revenir sur le Big Bang, il y a deux forces qui s'opposent. Il y a une force, on va dire, d'expansion qui serait l'effet du Big Bang. Et puis, il y a la matière qui attire la matière, qui joue le rôle de force de friction. Donc, il y a une espèce de compétition entre ces deux forces. Donc, logiquement, l'univers étant en permanence en auto-structuration, en auto-formation, soit à un moment donné, la matière arrive à arrêter l'expansion de l'univers, voire à le freiner. En tous les cas, il n'y avait aucune raison qu'il y ait une accélération de l'expansion de l'univers. Et c'est ce que Brian Smith, Saul Perlmutter ont découvert, entre autres, quelque chose qui paraissait inconcevable, c'est l'accélération de l'expansion de l'univers. Alors évidemment, face à cette accélération de l'expansion de l'univers, des théoriciens ont proposé une énergie sombre qui aurait un caractère anti-gravitationnel. On a fait intervenir une matière noire. Il y en a qui parlent de WIMPs, Weakly Interactive Massive Particle, MACHAO, Massive Halo Object, Massive Compact Halo Object. Enfin, il y a toute une matière exotique. Alors, je crois que toi, tu as une explication. Justement, dans cette idée de Karl Popper, tout d'un coup, quelque chose apparaît. C'est vrai que comme moi, je travaille là-dessus depuis pas mal d'années, c'était en 2011. En 2011, l'univers accélère. Bon, l'univers accélère, eh bien, dans le modèle Janus, on a un système mathématique avec deux équations de champ. Eh bien, on cherche une solution à ces équations et on trouve une courbe qui colle avec les données observationnelles. C'est quand même fou, quoi. Eh bien, même avec ça, on n'attire pas l'attention. C'est quand même incroyable. Alors, ce qui rend dérangeant ton modèle, on va faire un petit peu un saut dans le temps, c'est exactement l'objection à laquelle s'est heurté Paul-Adrien Maurice Dirac, le fameux physicien, un prix Nobel de physique en 1933. C'est qu'il a découvert des masses négatives et des énergies négatives. À l'époque, tout le monde sait que la physique est régie par des équations, donc il y avait une équation qui régissait la façon dont se comportaient les atomes, les électrons, à des vitesses modestes. On n'était pas dans une approche qui nécessite l'intervention de la relativité. Donc la relativité a été développée par Einstein, parce qu'à un moment donné, quand on va à grande vitesse, il faut corriger les lois de Newton. Donc un électron, il va très très vite. Donc on avait appliqué ça à l'atome d'hydrogène, qui est l'atome le plus simple, mais quand on a voulu vraiment s'atteler à comprendre d'autres atomes, et en particulier les électrons, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas possible, on se heurtait à un problème. Et donc Dirac a rendu l'équation de Schrödinger relativiste. Mais curieusement, son équation débouchait sur des énergies négatives et des masses négatives. Alors il ne savait pas trop quoi en faire, mais il a décidé de ne pas violer le principe de causalité. Pourquoi? Parce que, par exemple, si je suis dans une masse classique, si je heurte cet objet, il va vers l'avant. Mais si je suis dans une masse négative, il va en sens inverse. Puis ça posait le problème de la flèche du temps. Donc, pour respecter le principe de causalité,
l'énergie négative et la masse négative a été remplacée par la notion d'antiparticule. Donc chaque particule a un partenaire, comme s'il y avait l'anti-Philippe Bogola, l'anti-Jean-Pierre Petit. Donc pour l'électron, c'est le positron. Et donc pour respecter le principe de causalité, il a considéré que ce qui correspondait à une énergie négative, à une masse négative, c'était en fin de compte une antiparticule. L'antiparticule de l'électron, c'est le positron, qui se déplaçait suivant la même direction que l'électron, c'est-à-dire une flèche du temps, où la flèche est dirigée du passé vers le futur. Alors, d'autres scientifiques, Stuckelberg, et ça sera repris par Feynman, ont considéré que finalement, l'antiparticule, c'était une particule qui remontait à la flèche du temps. Donc on avait deux flèches du temps inversées, ça va te parler. Alors, son modèle était spéculatif, il était rejeté, les grands noms des mathématiques et de la physique de l'époque, notamment Hermann Weyl, disaient c'est la partie la plus décevante de la physique quantique, et finalement, en 1932, Karl Anderson a réussi à montrer l'existence d'anti-électrons, le positron, et à ce moment-là, l'énergie négative et la masse négative ont trouvé une explication. Alors toi, ton modèle est dérangeant parce que, entre autres, tu introduis des masses négatives et des masses positives. Alors tu peux peut-être revenir là-dessus. Alors justement, là-dedans, il y a la question de Popper. Qu'est-ce que vous arrivez à prédire? C'est ça. Voilà. Alors, le truc déjà, c'est que depuis 1994-95, avec des simulations, on montrait la chose suivante, c'est que l'univers se structurait autour de conglomérats de masse négative qui, émettant des photons d'énergie négative, ne sont pas visibles, et ça donnait à la matière une structure lacunaire. Et ça, c'est ce qu'on observe. On a maintenant... Alors, il y a une chose tout d'un coup, en 2017, tout d'un coup, il y a une découverte qui est faite. Les gens font une cartographie de l'univers à très très grande échelle, et puis à 600 millions d'années-lumière, on découvre une grande lacune, et cette lacune, on ne trouve rien à observer. Par contre, ça repousse les galaxies. Bon, ben voilà une confirmation observationnelle. Pour moi, au centre de cette lacune, il y a un conglomérat de masse négative. Et même vis-à-vis de cette optique de Popper, il faut prédire quelque chose. Si ça marche, c'est que j'ai raison. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je dis la chose suivante, c'est que cet objet qui est invisible, il va atténuer la luminosité des objets à grande distance par effet de diffraction de la lumière. Donc on ne le verra pas, mais il y aura quelque chose d'observationnel. Lorsqu'on fera une cartographie de la luminosité, on a une région à plus faible luminosité. Et il y a une chose déjà, je me rappelle à l'époque, j'avais un référé dans les années 90 qui m'a dit, mais est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à prédire? Ben oui, il y a une chose, c'est quand on prend une galaxie qui est très lointaine, hein, à ce moment-là, elle va envoyer de la lumière. Et quand elle rencontre des conglomérats de masse négative, ça va diffracter sa lumière, ça va réduire la luminosité. Et à ce moment-là, j'ai dit à ce gars-là, à ce moment-là, les galaxies à très fort redshift, qui sont très lointaines, doivent paraître plus faibles. Et c'est exactement ce qu'on a observé au même moment. Et on considère que les galaxies très lointaines sont des galaxies naines. Non, moi je dis elles ne sont pas naines, elles ont leur luminosité réduite. Donc voilà, là il y avait une prédiction qui a été confirmée par l'observation. Il y en a plein comme ça, et moi ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'y a pas de dialogue, quoi. Alors, il faudrait peut-être rappeler aussi que dans les modèles actuels, la masse noire ne réagit pas avec la lumière. C'est pour ça qu'on l'appelle masse noire. Alors que là, il y a une interaction avec la masse négative et c'est diffracté, donc ça l'atténue. Mais c'est gravitationnel, Ouais, bien sûr. c'est gravitationnel. C'est un effet de l'antigravitationnel négatif. C'est ça. Voilà. Mais ça marche très bien. Alors, je dirais même dans le modèle Janus, quelle est l'observation qui contredit le modèle Janus? Il n'y en a pas, pour le moment. Voilà. Oui, il y a eu des... Quand il n'y a pas de... C'est rare, mais ça existait, il y avait Le Sage qui avait introduit les atomes ultramontains. Oui, je me rappelle ça. Voilà, donc au lieu d'avoir des forces comme le modèle de Newton, où les planètes s'attirent mutuellement selon l'inverse du carré de la distance, lui, il considérait qu'il y avait un milieu, le milieu interstellaire, où il y avait une agitation de molécules. Il avait appelé ce milieu les atomes ultramontains. Et les atomes ultramontains, quand il y a deux masses en regard l'une de l'autre, il y avait moins de collision d'un côté que de l'autre. Donc ça faisait une différence de pression et ça s'attirait. En plus, ça donne une loi en 1 sur R2. C'est ça. Et donc il retrouvait la loi en 1 sur R2. Ce n'était pas du tout des forces, mais le milieu qui entraînait une attraction. Et il y a eu pendant des années aucun argument pour éliminer le modèle de Le Sage. Quel est l'argument qui l'élimine? Je ne sais plus, moi. Ils ont fait des calculs, alors des gros calculs, et puis finalement on a abandonné ce modèle. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant des années, on a des modèles comme ça
vis-à-vis desquels on n'a aucun argument, mais ils sont dérangeants. Pourquoi le sage dérangeait? Parce qu'il contredisait le grand Newton. Mhm. Donc, je pense que dans le modèle Janus, là, on rentre dans une sorte de psychanalyse du savoir, c'est la notion de masse négative qui dérange. C'est comme si on avait quitté le champ de notre vie quotidienne où les masses ne peuvent pas être négatives, et on rentre dans un espace métaphysique qui donne le tournant, et c'est ça qui, à mon avis, entraîne le rejet. Mais surtout, on est parti dans l'idée que l'univers avait été décrit par Einstein en 1917 avec son équation de champ. Et donc, la cosmologie, c'est la relativité générale. La relativité générale, c'est l'équation d'Einstein. Et tout ce qu'on est en droit de faire, c'est de chercher des fioritures sur cette équation. Oui, Tout d'un coup, imaginez qu'on lui donne une sorte jumelle et qu'on prenne un système à deux équations de champ, ça va trop loin. c'est un modèle qui est dérangeant, on va dire, conceptuellement. C'est un modèle qui dérange la science bien établie. Donc, évidemment, il n'y a pas d'argument, et c'est là où on s'aperçoit qu'on glisse vers l'idéologie, parce que si un modèle est prédictif, il vérifie des choses expérimentales, pourquoi il est éliminé? Parce que tout simplement, il dérange. Mais s'il dérange, on n'est plus dans le domaine de la rationalité, on est dans le domaine des passions humaines. Ouais. Mais bon, je pense que l'histoire des sciences est pleine de conflits de ce genre, c'est tout. Alors, il y avait un philosophe des sciences qui était moins connu que Karl Popper, qui s'appelle Irmé Lakatos, qui voyait la science comme un noyau soumis à ce qu'il appelle une heuristique négative et une heuristique positive. Alors, l'heuristique négative, c'est par exemple, la science est fondée sur la notion d'atome. Elle est basée sur la notion de masse qui s'attirent entre elles, qui ne peuvent pas se repousser, etc., etc. Et ça, c'est le socle sur lequel repose la physique. L'heuristique positive, c'est tout ce qui peut être modifié, mais qui ne remet pas en cause les fondements. Là, on est devant quelque chose qui remet en cause les fondements même de la relativité générale, et c'est ça qui... Oui, parce que Einstein, quand il a proposé son équation, ça ne contredisait pas Newton, ça apportait un petit perlimpinpin de rien du tout. On avait le péril Mercure qui bougeait de quelques secondes par siècle, donc disons que Einstein disait non, c'est pas exactement comme ça. Je donne un truc plus précis, mais c'est pratiquement pareil. Tandis que là, c'est du tout ou rien. Des gens qui diraient, mais dans votre théorie, que devient la matière noire? Eh ben, c'est foutu. Vos 20 ans de travail, vous pouvez vous les mettre à la corbeille à papier, c'est fou. Janus, ça invalide des milliers d'articles, des centaines de doctorats. Hein. Mais je veux dire, quand on prend tout ce qui a été fait sur les cordes, ça n'a jamais rien donné et ça ne donnera rien. Quand on imagine qu'à l'Institut des études avancées de Princeton, les 4 physiciens sont des spécialistes des cordes, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont payés là-bas pour travailler. Est-ce qu'ils produisent? Ils font quoi? Vous qui êtes spécialiste des codes, vous avez trouvé quoi? C'est incroyable. Comment? Et alors, pourquoi il n'y a pas autre chose? Ils n'ont rien d'autre. Bah, en tous les cas, on comprend la réaction, parce que je pense qu'il faut revenir à des réactions humaines. C'est humain d'avoir du mal à se remettre en cause, il y a un principe de cohérence, etc. Là où ça devient discutable, c'est que pour un petit confort intellectuel, on en revienne à écarter un modèle sous prétexte qu'il est dérangeant. Donc Roger Penrose avait classé les modèles, alors il disait les modèles théoriques, hein, les théories admirables, bah, c'est le modèle de Newton, la relativité restreinte, la théorie quantique des champs. Il y avait les modèles utiles comme la théorie standard, on sent que c'est utilitariste, mais c'est pas beau conceptuellement. Puis après, il y a des modèles en construction qui peuvent être invalidés, comme la théorie des cordes, la théorie de la gravitation en boucle. Donc, à la limite, qu'on mette le modèle Janus dans des théories en construction, Voilà, voilà, pourquoi pas. Mais tu vois, il y a une chose quand même incroyable, c'est que Penrose, que tu cites, il a eu le prix Nobel assez récemment, je ne sais plus en quelle année. Oui, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a eu? Il l'a eu pour avoir montré que le modèle du trou noir émergeait logiquement de la relativité générale. Et il a surtout fait une chose, c'est que, d'après Penrose, il y a une singularité centrale au centre, et le modèle Janus va flanquer tout ça par terre. Hein? C'est fou. Y compris le travail de Penrose. Comment pouvez-vous prétendre que Penrose s'est trompé?
Et c'est vrai que imaginer qu'un modèle tienne avec une singularité mathématique, là, on arrive presque à une sorte de choix philosophique. Croyez-vous ou non aux singularités? Les physiciens n'aiment pas ces objets qui mathématiquement décodent. Est-ce que la nature fabrique des choses singulières? Mm. On n'en a jusqu'ici pas trouvé, quoi, c'est tout. Et là, franchement, mais c'est une religion. Penrose, Hawking, par exemple, Hawking prédit le rayonnement de Hawking, qui n'a jamais été observé. Et lui-même avait du recul par rapport à ce qu'il Oui, faisait. il le disait. Il Il a... disait, j'ai fait quelque chose qui n'a jamais été observé. Et il- moi, j'ai lu des trucs du genre, bien que le rayonnement de Hawking n'ait jamais été observé, étonné sa cohérence, tout le monde pense que ça existe. Je me rappelle, j'étais dans cette pièce il y a 20 ou 30 ans, dans le journal Libération, on voyait, bien qu'on n'ait jamais eu de preuve évidente de l'existence des trous noirs, tous les scientifiques, aucun scientifique ne doute maintenant de leur existence. Mais on arrive à des positions épistémologiques délirantes. Par exemple, on a fait un cliché d'un objet qui est au centre de la galaxie M87. Le titre, c'est Première image d'un trou noir. On pourrait dire première image d'un objet hypermassif qui pourrait correspondre au modèle du trou noir. Interprété comme un trou noir. Mais on interprète, non, non, c'est un trou noir. Le trou noir, ça existe. C'est extraordinaire. Bah, c'est ça qui est fascinant parce que, par exemple, même le grand public, le boson de Higgs, que Léon Lederman avait appelé la particule de Dieu, ça a fasciné tout le monde à une époque quand on faisait une conférence et il y a toujours une question, vous pouvez nous parler du boson de Higgs? Bon. Le trou noir, c'est une espèce d'espace fantasmagorique où tout est possible. Voilà. Mais tu vois, il y a une chose, c'est que effectivement, si on contredit ce modèle, il faut produire autre chose. Oui, bien sûr. Or, depuis Laplace, on sait que lorsqu'on prend une masse dans un certain volume, il y a un moment où il y a quelque chose qui se passe. Par exemple, l'idée la plus simple, c'est de dire, voilà, quand j'ai un objet qui quitte la Terre, il faut lui fournir une certaine énergie pour qu'il atteigne sa vitesse d'évasion. 11,2 Le trou km/s. noir, la vitesse, c'est la vitesse de la lumière. Donc, cet objet, il a une énergie MC2 et on lui demande plus d'énergie. Alors, comme on dit, la plus belle fille du monde ne peut pas donner plus qu'elle a et une masse M ne peut pas fournir une énergie supérieure à MC2. Donc, il y a cette impossibilité de quitter l'objet. Donc, c'était déjà prévu. Alors, ensuite, est-ce que l'astronomie va créer des objets de ce genre? Ben oui, on sait que les étoiles à neutrons existent, on sait qu'il y en a qui en font 2 et quelques masses solaires, et cette masse critique, ça va être 3 masses solaires. Mais peut-être que Dieu, dans son infinie préscience, se débrouille pour créer des étoiles à neutrons qui font moins de 3 masses solaires, mais si elles sont voisines avec une étoile massive qui envoie de la matière, celle-là, elle va lui envoyer de la matière à raison d'une faible fraction de masse solaire par an, mais au fil des millions d'années, elle va croître. Donc la criticité, elle va forcément se produire. Et à ce moment-là, quelle réponse donnez-vous? Bon, la réponse que moi je donne, et que j'ai trouvée dans les travaux de Schwarzschild, c'est que lorsque cette masse augmente, à un moment, la pression devient infinie au centre, et c'est extraordinaire. C'est une criticité physique. Les scientifiques passent sur cette chose-là. Si on leur dit, mais attendez, avant que ça devienne critique, la pression devient infinie. Oui, mais enfin, ça, c'est presque pareil. À ce moment-là, la masse s'inverse et l'étoile évacue cette masse. Et à ce moment-là, on arrive, c'est comme une chasse d'eau. La chasse d'eau, vous la remplissez, et puis quand on arrive au niveau maximum, elle a 12-15 litres d'eau là-dedans, on ne peut pas mettre plus. Bon. Alors là, on arrive pour les étoiles à neutrons à des masses maximales de masse solaire et demie. Mais pour les objets comme ces objets hypermassifs quoi, au centre des galaxies, dont on sait qu'ils existent, ben à ce moment-là, ils auraient un redshift de 3. Parce qu'il y a un redshift gravitationnel. Lorsque l'astre émet de la lumière, même le Soleil, quand il émet des photons, on ne les reçoit pas avec la fréquence d'émission. Et à chaque fois, ils ont un tout petit glissement vers le rouge, mais c'est insignifiant. Maintenant, pour les autres objets, il n'y a pas de problème. Ce truc est émis avec une fréquence, une longueur d'onde donnée, et ça rougit. Et ça rougit même au point que ça fait une tache sombre. Ce qui fait que les objets qu'on a photographiés pour M87 et pour notre galaxie, il y a une tache sombre au centre. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le rapport de température, on trouve 3. Pour l'objet de 87, ça doit être 3,25, et pour l'objet au centre de galaxie, c'est 3,5, 15. Et moi, j'obéis au dictat de Popper, je prédis qu'on aura ce même rapport pour les clichés suivants.
Ce qui fait qu'on aura de nouveaux photographies, de nouvelles images d'objets centraux. Si on a ce même rapport de 3, il faudra vraiment se poser une question. On pourrait peut-être rappeler, pour que ça soit bien clair pour tout le monde, une étoile, c'est quoi? C'est un macro-réacteur avec à l'intérieur un gaz tellement chaud que les électrons ont été arrachés. Un atome, c'est un mini-système solaire. Alors c'est une image fausse, hein, on est bien d'accord, mais ça reste encore quelque chose qu'on peut visualiser. Donc tout le monde a en tête le système solaire. Au centre, vous avez un soleil intraatomique qu'on appelle le noyau nucléaire, globalement chargé positivement. Il contient des protons de charge positive et les neutrons de charge neutre. Et puis autour gravitent des électrons de charge négative. Alors, dans les étoiles, il y a à peu près 98%, allez, on va dire, d'hydrogène, 2% d'hélium, voilà, à peu près, plus des éléments lourds. Et donc, la gravitation, son mot d'ordre, son obsession, c'est de comprimer. Donc, en comprimant, bah, ça va augmenter la température au centre. Et quand on atteint 15 millions de degrés, bah, à ce moment-là, les atomes d'hydrogène qui ont perdu leurs électrons, il reste que les noyaux, vont fusionner entre eux et se transformer en hélium. C'est ce que fait notre Soleil. Alors, la notion de trou noir, elle avait déjà été envisagée en 1783 par un dénommé John Mitchell, qui était un Anglais qui avait émis l'hypothèse qu'une étoile tellement massive empêcherait la lumière de la quitter. Laplace, d'ailleurs, en parle, et dans la deuxième édition de son système du monde, il l'élimine. Et puis, en 1928, un étudiant qui s'appelle Subrahmanyan Chandrasekhar, qui était dirigé par Arthur Eddington, envisage que certaines étoiles pourraient avoir une force de compression tellement importante que l'étoile pourrait évoluer. Donc, la masse, c'est à peu près 1,4 fois la masse solaire pour pouvoir évoluer. Donc, si je reprends l'image de mon étoile, il y a une compétition dans une étoile entre la force de gravitation qui comprime et qui augmente la température au centre. Et puis, du fait de la fusion des éléments, il y a une contre-force qu'on appelle la fusion nucléaire qui vient s'opposer à la gravitation. Donc, on comprend que si à un moment donné, la force de gravitation l'emporte sur la force qui s'oppose à la gravitation, la fusion nucléaire, bah, l'étoile va avoir une évolution différente. Donc, notre Soleil est une étoile modeste qui fait partie de la séquence principale. Normalement, il va finir sa vie en se transformant en géante rouge, ça va grossir, puis ça va s'effondrer et finir sa vie en naine blanche. Mais il y a des étoiles dont la masse est comprise entre au moins 1,4 et 3 masses solaires qui peuvent évoluer en étoiles qu'on appelle en étoiles à neutrons. Donc comme les étoiles sont plus massives, eh bien, on va pouvoir aller au-delà de la transformation par fusion nucléaire de l'hydrogène, de l'hélium, on va avoir du néon, du carbone, de l'oxygène, du silicium. Et quand on arrive à le faire, bah, selon la théorie actuelle, bah, l'étoile va imploser, exploser, et il reste un noyau, voilà, qui tourne plus vite. Plus l'étoile, c'est comme le patineur hein, qui va se comprimer, pour des raisons un petit peu plus techniques de conservation du moment scénique, ça va tourner plus lourd, ça fait un dipôle magnétique et ça émet des vibrations, enfin, on va dire de la lumière, à tel point que Jocelyn Bell avait cru être en contact avec les extraterrestres et les premières étoiles qu'on appelle des pulsars, ça pulse, on les a appelées LGM, Litton Greenman. Et puis si on a le noyau dur a encore une masse, au moins 5 masses solaires, bah justement on évolue vers le trou noir. Mais évidemment, le point singulier qui est le point fondamental qui amènerait une pression infinie, bah on passe vite dessus. Oui, dans cette histoire-là, dans l'historique de l'étoile, il y a un moment où la pression devient infinie. Ça, c'est le deuxième article de Schwarzschild. Et ça, ce deuxième article, il est pratiquement ignoré des théoriciens. C'est extraordinaire. Alors, après, la meilleure définition de la science, c'est Max Weber, un sociologue allemand, qui la donne. Pour lui, la science n'est pas à la recherche de la vérité. Qui peut prétendre avoir la vérité? Mais elle pose des problématiques. La première problématique que tu poses, c'est est-ce que les équations de champ d'Einstein peuvent être dérivées? Est-ce qu'on peut introduire des masses négatives? Si c'est le cas, est-ce qu'on peut prédire? Alors je crois que tu as 17 preuves, alors ça va de l'explication de la matière noire, de l'énergie sombre, la forme des galaxies, l'accélération de l'expansion de l'univers,
etc. etc. Les fonds antigravitationnels, le Rich Ripple, il y a toute une tapée comme ça. Voilà. Et surtout, il n'y a pas d'observation contradictoire disant ça contredit le modèle Janus. Alors, tu as utilisé plusieurs fois un mot redshift, décalage vers le rouge. On va peut-être expliquer aux gens pour que ce soit clair. Quand on est trop dans le domaine, on a tendance à oublier que des gens sont au niveau zéro. Alors, en 1929, Envy Lebal, il y avait aussi d'autres personnes, mais enfin, c'est lui qui est resté associé. Quand on étudie dans le temps l'émission d'une étoile, il y a un décalage vers les grandes longueurs d'onde. Alors, tout le monde a fait cette expérience. Vous êtes immobile sur le quai d'une gare, puis il y a un train qui se rapproche de vous, un TGV. Vous entendez le son plus aigu quand il se rapproche de vous que quand il s'éloigne. Voilà. Donc, une onde, c'est un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux. Donc, c'est comme si l'onde était comprimée. Donc, la longueur d'onde, c'est la distance entre deux sommets successifs ou deux creux. Donc, les ondes aiguës ont une courte longueur d'onde et les sons graves sont associés à grande longueur d'onde. Donc, le son grave est l'équivalent du décalage vers le rouge. Donc, si dans le temps, il y a un décalage vers le rouge, ça veut dire que l'étoile s'est éloignée de celui qui fait l'observation. Mais ça, c'est le redshift dû au mouvement. Voilà. Après, il y a le redshift dû au mouvement gravitationnel. Voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Donc, tu parlais que, évidemment, comme la gravitation joue, puisque ça freine, quoi, il y a aussi un effet, cet effet on l'appelle l'effet Doppler, il y a un effet Doppler cinétique, un effet Doppler gravitationnel. C'est un peu comme si on envoyait une bille depuis une espèce de cône, et à ce moment-là, si le cône est très prononcé, on a beau lui donner une grande énergie, bon, ça arrive très fatigué. C'est pareil, les photons consomment leur énergie pour échapper à la gravité. Alors, ce qui est amusant, parce que contrairement à la légende, Einstein était une sorte de médium, il avait des intuitions. Donc, sa constante cosmologique, on l'a retrouvée avec l'antigravitation, et il a eu du mal à accepter la notion de trou noir. On se demande s'il n'a pas eu l'intuition que ces objets étaient des pures constructions mathématiques. Et ça me fait penser à Nikola Tesla, qui était un scientifique qui était à cheval entre le 19e et le 20e siècle, il est mort en 1943, disait les scientifiques aujourd'hui ont remplacé les expérimentations par la mathématique. Ils se promènent d'équation en équation et finissent par construire en réalité un édifice conceptuel qui n'a plus rien à voir avec la réalité. Et donc, à un moment donné, c'est un peu le constat qu'ont fait certains philosophes des sciences, surtout les anglo-saxons. S'il y a un décalage entre les spéculations théoriques mathématiques et les observations physiques, on n'est plus dans de la physique, on est dans des branches mathématiques. La scolastique. Voilà. Et donc certains vont jusqu'à dire, bah, peu importe, ce qui compte, c'est que le modèle il soit cohérent. Non. Ce qu'on voit, c'est plus que la pertinence d'un modèle, c'est la cohérence qu'on cherche. C'est-à-dire quelqu'un qui ferait une remise en cause de quelque chose de bien établi, il enlève la cohérence par rapport à des travaux qui se sont étalés depuis 28 jusqu'à maintenant. Il y a ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi le virtuel, le fait que maintenant l'ordinateur fabrique des images, et nous sommes saturés d'images. Les gens diront le multivers, je l'ai vu, on voit plusieurs univers comme des bulles. Tout ce que les gens utilisent comme langage, on peut créer les images qui vont avec. Tout à fait. Et ils finissent par confondre la réalité virtuelle avec la réalité tout court. Tout à fait. Alors, moi, j'avais travaillé dans l'équipe de Eugène et lui, il se méfiait beaucoup des modélisations. Au début du siècle, il y avait le physicien et il était expérimentateur. Et occasionnellement, ça pouvait être un bon théoricien. À partir d'Einstein, on a découplé l'expérimentateur du théoricien. D'ailleurs, le théoricien était la branche noble. L'expérimentateur était considéré comme un plombier. Puis maintenant, est venue s'installer une troisième catégorie de scientifiques qui sont les modélisateurs, qui sont à l'interface entre l'expérimentation et la théorie. Et effectivement, on est dans les métaverses, les mondes virtuels, puisque les gens confondent une simulation numérique avec la réalité. Et on voit bien que le monde virtuel est confrontant par rapport à la réalité. Où est la réalité ?
Et s'agissant, par exemple, des clichés qu'on a pu publier concernant ces objets de forte masse au centre des galaxies, il faut savoir une chose, c'est que c'était une constellation de données numériques fournies par 4 ou 5 radiotélescopes, et il y a des mois de travail et de moulinage pour arriver à fabriquer ce truc-là. C'est pas une image qu'on voit sur une pellicule. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a une chose, par exemple, c'est que les Japonais viennent de publier un article où ils ont montré la chose suivante. Quand on prend cet objet au centre de notre galaxie, il y a une chose, c'est que si on part de l'idée que c'est un trou noir, on va prendre les données qui correspondent, par exemple, à l'orbite de Mercure. Mais si on prend les données qui sont autour, l'image se déforme, elle n'a plus la même gueule. Donc les Japonais ont dit, nous, on a pris plus de données, on a pris les mêmes images. Donc il y a un artefact. Normalement, on peut éliminer le bruit de fond, mais si on écarte un petit peu, on devrait voir en gros la même chose. Et il n'y arrive plus. Donc, disons que la prudence serait requise, hein, de dire voilà, nous obtenons tel résultat, bon, maintenant on va essayer de réfléchir, on va savoir ce que c'est. Le fait de coller une étiquette trou noir dessus, c'est vraiment énorme. C'est troublant. C'est troublant. Ben oui, alors c'est ça qui, comment dirais-je, ça remet en cause la notion d'experts. On est entouré d'experts, on a des experts en matière de santé, en politique, en économie, en sciences, en histoire, enfin on va pas citer des noms, on va être sympa, mais il y a plein d'experts qui nous entourent et qui sont faits tout simplement consensuels. René Thom, qui avait la dent dure, médaille Field, père de la théorie des catastrophes, disait que ce qui limite la science, c'est pas le faux, c'est l'insignifiant. Et donc on a une science insignifiante qui vient, comment dirais-je, confirmer des années et des années. En fin de compte, comme un individu, ça c'est dans la nature humaine, un individu il cherche à maintenir sa cohérence. On a vu des gens dans des modèles idéologiques, par exemple au moment de l'ex-URSS, qui étaient cohérents par rapport à leur histoire personnelle. Ben, il y a des gens qui sont cohérents par rapport à leur carrière professionnelle. Georges Luméry disait il n'y a pas des querelles d'idées, il n'y a que des querelles d'hommes. Alors c'est humain, on peut le comprendre, mais à ce moment-là, on n'est plus dans un strict champ scientifique, on est dans quelque chose où l'émotionnel, la cohérence humaine qu'on peut comprendre, viennent s'infiltrer, et c'est ça qui fait qu'un modèle qui est confirmé par l'expérience. La question, c'est même pas de savoir s'il est vrai ou s'il est faux, c'est pourquoi il n'est pas pris en compte. Oui. Voilà. Pourquoi il n'est pas critiqué déjà? Pourquoi il n'est pas critiqué? Par exemple, moi j'ai fait cette vidéo de 5h20 en expliquant les problèmes mathématiques qu'il y a au cœur du trou noir. J'ai fait ça au mois de janvier 2022. Bon, des mois se sont écoulés. Ça aurait dû susciter une réplique cinglante des experts en disant ce type-là ne dit que des bêtises là ou là ou là. Rien, il y a silence total. Parce que c'est vrai, je ne sais pas si tu as vu un peu ce qu'il y a là-dedans, mais par exemple, pour construire ce modèle, on est obligé d'utiliser dans les calculs que 0 puissance 0 égale 1. Tu te rends compte? Mais voilà. Et ça, je le montre. Je me rappelle, j'avais un ami mathématicien qui m'a dit mais tu as regardé à la loupe et tu as montré. C'est très caché, ce truc. Quand on regarde les calculs, on a une expression qui est à une autre puissance et on se débrouille pour que ça fasse 0 puissance 0 parce que tout le monde sait que 0 puissance 0 égale 1. C'est quand même mieux, un truc pareil. Voilà. Puis alors après, il y a, je pensais encore j'ai retrouvé ça dans le livre de Wheeler et Thorne, Gravitation, et dans ma vidéo, je mets le masque de Darvador pour lire ces textes. C'est vraiment, quand on rentre dans le trou noir, la coordonnée R, ça devient le temps, et T, ça devient le rayon. C'est extraordinaire, tout pareil. Et il y a un vulgarisateur assez connu qui vient encore de s'exprimer dans des vidéos, et il dit, lorsqu'on rentre dans le trou noir, il faut remplacer le passé futur par le haut et le bas. Mais un physicien dira je suis chez les fous, sans blague, tu vois, voilà, c'est ça. Voilà un discours de malade mental, quoi. Est-ce que tu te vois disant à un physicien de base, quand vous rentrez dans un trou noir, les longueurs deviennent des temps, les temps deviennent des longueurs. Tu dis, écoutez, je veux bien vous suivre des trucs un peu exotiques, mais là je rame. Et il présente ça comme si c'était normal. Oui, c'est pour ça, l'étoile, le trou noir, c'est un espace où tout est possible. Oui. Donc c'est pour ça que cette étoile, elle est là, comme si c'était un havre de liberté absolue. Voilà, on rentre dans un trou noir, on peut déboucher dans une autre dimension, il y a des trous de verre, des effets Fontaine, des trous blancs, enfin, voilà.
Ah oui. Et donc, c'est difficile parce que c'est comme si c'était une espèce d'espace imaginaire. Tout le monde y met ce qu'il veut. Ouais. C'est l'auberge espagnole, quoi, disons. Hein, Ben, voilà. c'est ce qu'on dit, l'auberge espagnole, on y trouve tout, Alors, sauf de la physique. je me rappelle ce que disait Jean Edman, qui est mort, mais il y a une trentaine d'années, il disait quand on veut parler du trou noir, il faut mettre son bon sens au vestiaire. Et moi qui suis ingénieur au départ, qui fait super-héros, et, ben, franchement, le bon sens a encore de bons espoirs devant soi. Quoi. Regarde par exemple ce qu'on arrive à faire avec du papier, des ciseaux et de la colle, c'est de la topologie, mais c'est du bon sens quand même. La preuve, c'est que je le fais avec les mains. Ben, oui, parce que quelque chose qui est dans le domaine virtuel, on oublie que des fois ça peut reposer sur des choses qui sont complètement fantaisistes. Voilà. On le rend concret, ce qui n'est pas possible. Le test, quand même, c'est quand même ce que la nature est capable de faire. Et si la chose n'est pas possible dans la nature, on l'abandonne. Alors, à un moment, dans une de mes vidéos, j'ai reproduit une séquence où on voit Carlo Rovelli, qui est la tête de file pour la gravitation quantique, la gravitation. Et puis un autre gars qui, lui, sur des cordes. Et à un moment, Rovelli dit vous venez de nous dire que vous êtes très gêné parce que vous n'arrivez pas à prédire quelque chose, eh bien, nous non plus. Et il se met à rire. C'est-à-dire, je ne prédis rien, mais c'est vrai que la gravitation à boucle n'a rien prédit, il n'y a rien de confrontable. C'est extraordinaire. Alors on voit des images comme par exemple les étoiles à quarks. Parce qu'il y a une chose, prenez les livres de présentation des grandes avancées de la science, vous trouverez serait, pourrait, expliquerait, constituerait, on est dans le conditionnel. Partout. Et c'est pas possible. Une science qui ne marche que dans le conditionnel, c'est qu'on a une crise. Et François Combe, dans une revue il y a 4-5 ans, parlait de cette crise. Là, on n'en parle même plus. On n'en parle même plus parce que le trou noir, c'est ce qui m'a permis de transcender ça en disant voilà, on a trouvé quelque chose. Oui, c'est difficile parce que c'est comme si on enlevait un rêve aux gens. C'est plus profond qu'on ne le pense. C'est vraiment quelque chose. Mais oui, mais tu vois, le truc, c'est que si le modèle alternatif qui est justement, moi j'ai appelé ça plug star, parce que plug en anglais c'est la bombe. Hein, et l'image c'est de représenter un récipient avec une bombe qui bouge et un flotteur. Alors quand on rajoute de l'eau, le flotteur se soulève et l'eau fout le corps par le fond. Donc c'est ça. Alors effectivement, ça fait moins rêver que le trou noir. Mais il y a une chose, c'est que ça veut dire qu'on sait inverser de la masse. Et à ce moment-là, on a quelque chose qui est encore plus fantastique, c'est que si un véhicule arrive à inverser sa masse, alors il peut circuler dans cette espèce d'envers d'univers où les distances sont 100 fois plus courtes et où la vitesse de la lumière est 10 fois plus élevée. À ce moment-là, les voyages interstellaires deviennent possibles. Alors ça, comme porte ouverte vers le rêve, c'est canon, quoi. Hein, Ben, et à ce moment-là, c'est interdit. Ben, c'est comme à une époque, les publicitaires ont donné des rêves aux gens. Quoi. Le rêve d'avoir sa propriété, etc. Donc, il faut trouver un autre objet de rêve. C'est bien de faire rêver les gens parce que Aristote disait la science doit passer d'étonnement en étonnement. Il faut garder ce côté étonné. Mais à ce moment-là, il faut trouver d'autres objets. Aller plus vite que la vitesse de la lumière, ça peut faire rêver. Mais il y a une chose, c'est que moi, j'ai déjà, avec d'autres, imaginé une expérience où on pourrait inverser des masses. Alors, vraisemblablement, ça correspondrait à des milligrammes. Alors, on pourrait dire, mais si vous inversez des masses, qu'est-ce qui va mesurer ça? Mais les détecteurs gravitationnels. Si on inverse quelques milligrammes et qu'on leur donne une masse négative, l'autre appareil, il est quasiment saturé. Vous avez vu la sensibilité de ces engins-là? Les ondes gravitationnelles, c'est une prouesse technologique. Non, mais je pense qu'on est à la porte de progrès scientifiques majeurs et d'un bouleversement conceptuel. Ah, je pense que quand on regarde l'histoire des sciences, ça progresse par saut. Les choses s'accumulent et puis à un moment donné, c'est plus possible de maintenir. C'est comme ça qu'on voit bien la notion d'atome qui était rejetée à un moment donné. Il y avait tellement de preuves. C'est Jean Perrin en 1907, en vérifiant l'ordre de grandeur du mouvement brownien, a fini par comment dirais-je, imposer le modèle atomique qui était spéculatif. On va dire la principale preuve de l'existence de l'arme atomique, c'est l'arme nucléaire. Celle-là, elle est incontestable. Quoi.
Oui, mais par exemple, Boltzmann, le grand thermodynamicien, lui, il a fait son modèle thermodynamique des gaz, etc., en prenant l'hypothèse atomique. Et c'est ça qu'on lui reprochait, parce qu'à l'époque, il a eu des problèmes avec tous les physiciens de l'époque. Il y avait les énergéticiens, les atomistes et les vitalistes. Et donc à l'époque, il a dû combattre contre des gens qui disaient bah, l'atome, ça n'existe pas, c'est l'énergie. Et c'était Berthelot, le chimiste Berthelot, qui, en mourant, a dit jusqu'à mon dernier souffle, je lutterai contre cette théorie absurde des atomes. C'est quand même Oui, extraordinaire. oui, puis il s'est opposé à plein d'évolutions de la chimie. Par exemple, Pierre Buem, qui est connu surtout pour être un historien des sciences, un remarquable d'ailleurs, le système du monde, a développé la thermodynamique chimique qui s'y est opposé. Après, Jean Perrin s'est opposé à la notion de liaison chimique qu'avait développée Pauline. Donc il y a des gens qui peuvent être innovants parce que Perrin a innové, mais à un moment donné, il n'a pas passé le cap conceptuel de la physique quantique et de la chimie quantique. Parce que ces gens qui avaient donné véracité, qui avaient prouvé l'existence de l'atome, après, quand on a dit, ah, ben, pour comprendre l'atome, c'est plus la physique classique, c'est la physique quantique, ils ont dit oui. Puis après, à un moment donné, la chimie, maintenant, ça va être des liaisons covalentes avec. Et là, il ne suivait plus. Moi, je vais citer l'exemple de quelque chose de récent, ça date de 2007-2008. En 2008, la revue Physical Review publie un article de mon ami Malcolm X, qui est mort en 2012, et le titre de cet article, c'était Over 2 billion degrees, plus de 2 milliards de degrés, en laboratoire. Hein. Alors, quand je reçois ça, je comprends de quoi il s'agit, et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est vrai, en 1976, j'ai visité un laboratoire dans le Nouveau-Mexique, qui était le laboratoire Sandia, et là, il y avait un monsieur qui s'appelait Gérald Gudras, qui avait fabriqué une machine qui avait la forme d'un grand camembert, avec des condensateurs, et il fabriquait des millions d'ampères qu'il envoyait dans un cylindre. Alors quand on prend un cylindre et qu'on envoie le courant selon les génératrices, il a tendance à imploser. Et à ce moment-là, Jonas espérait pouvoir à ce moment-là faire la fusion. Bon. Mais il y a une chose, je sais que j'ai ce cylindre en carton dans mon bureau. Si on prend un cylindre en carton et qu'on le comprime dans la main, on obtient un objet assez moche. Mais c'est ce qu'on obtenait. Pourquoi? Parce que les courants ne veulent pas circuler selon les génératrices, ils circulent dans tous les sens. Alors à ce moment-là, il y a un russe qui s'appelle Smirnov, comme la vodka lui donne nom. Et Smirnov dit, mais au lieu de prendre un cylindre continu en cuivre ou en aluminium, si on mettait des fils. Alors à ce moment-là, on crée une cage comme ça avec 240 fils qui ont la taille d'un cheveu. Et dans chaque cheveu, on fait passer 70 000 ampères, c'est pas mal. Et à ce moment-là, on fait passer le courant dans ce truc-là, et il se produit quelque chose d'extraordinaire. Ce truc implose et donne un cordon de plasma exactement qui a la forme et le diamètre d'une mine de crayon. Et ça, c'est ça qui correspond à 2 milliards de degrés. Alors on pourrait dire, mais pourquoi c'est devenu stable? C'est vrai que l'idée de Smirnov, c'était de dire, si on prend des fils, bien sûr, le courant qui va passer là-dedans va le vaporiser, mais ça va peut-être rester selon le génératrice plus longtemps. Eh bien, il y a quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé. Et les grandes découvertes se font par hasard. Parce qu'on a injecté dans le système une donnée auquel on n'a pas pensé. Alors, il y a une chose, c'est on sait depuis très longtemps que quand on fait passer des courants dans des conducteurs, quand c'est de la haute fréquence, ils ne circulent pas dans le conducteur, mais à la périphérie. Il y a une profondeur de pénétration. Et ce qui se passait avec l'expérience de Jonas, c'est qu'on avait des millions d'ampères qui pénétraient avec un temps de 100 nanosecondes, qui correspond à 10 MHz. Donc, autrement dit, les fils étaient parcourus par un courant, mais ce courant ne passait pas dans le fil, mais seulement dans l'écorce. Donc, ça a permis à ces fils de rester des fils de métal jusqu'au bout. Alors, quand on arrive à ce truc-là, Jonas dit, je ne suis pas scientifique, théoricien, je veux des mesures. Hein, qu'est-ce que c'est que cette histoire de milliards de degrés? Alors, tu parlais tout à l'heure d'élargissement de Bray. Quand on fait des élargissements de Bray, effectivement, on joue sur l'effet Doppler lié à l'agitation thermique. Mais avec ça, on avait des règles qui étaient comme ça. Et ça a confirmé ces 2 milliards de degrés. Bon, très bien. Donc, autrement dit, on arrive à faire cette température aussi élevée. Et à ce moment-là, on s'est dit, bon, ben, on a des fils métalliques qui convergent vers le centre à 600 km par seconde. Donc, je prends mon fil, 1,5 de V2, ça va me donner du 3000 kT de la température. Et quand on fait le calcul, ça ne colle pas, il n'y a pas de milliards de degrés. Alors à ce moment-là, les expérimentateurs se prennent la tête en disant d'où vient l'énergie.
Eh bien, c'est Malcolm X qui a montré que c'était l'effet Joule. Alors, l'effet Joule, ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'un fil chauffe quand on fait passer du courant dedans? Parce que les électrons cheminent, ils acquièrent de l'énergie, puis ils cognent dans les atomes de fer, et c'est ça qui fait que tout d'un coup, le métal se... Mais là, il y a une chose, c'est que quand on prend un plasma comme ça, et que les électrons vont très vite, eh bien, les cibles disparaissent. Imaginez que vous roulez avec une moto sur une autoroute qui est encombrée par des semi-remorques. Donc à ce moment-là, vous avancez avec beaucoup de difficultés. Puis après, vous accélérez, les semi-remorques deviennent des voitures. Ça va déjà mieux. Puis après, vous accélérez encore, il n'y a plus que des motos. Puis au bout d'une certaine vitesse, c'est des jouets que vous passez. Et c'est ce qui se passe quand on fait passer du courant avec une très très grande vitesse comme ça. Les électrons n'interagissent plus, il n'y a plus d'effet Joule. Et à ce moment-là, Heinz a montré que les atomes de fer dans le plasma se regroupaient pour former des clusters, et c'était bien l'effet Joule. Alors pourquoi c'était une percée extraordinaire? C'est quand même énorme, des milliards de degrés. C'est que si on arrive à faire un plasma bore-hydrogène, le bore ayant 11 nucléons, hydrogène 1, 11 et 1, 12, ça fait 3 héliums. Alors on nous rebat les oreilles avec la fusion deutérium-tritium, mais la fusion deutérium-tritium, c'est 3 et 2, ça fait 5, ça fait un hélium et un neutron. C'est le neutron qui est catastrophique, qui crée des... qui perturbe et surtout qui active, qui rend radioactif tout l'environnement. Là, c'est une fusion sans neutrons. Alors moi, je me rappelle qu'en 2008, avec un ancien de Mururoa, on a essayé de partir un peu à l'assaut des différents ministères, en disant il faut absolument qu'on fasse une machine comme ça en France. La réponse des militaires, ça a été faites-nous des bombes d'abord, après on verra. Sans blague. Voilà. Il y a des tas de gens, par exemple, il y a un dénommé Pollack, c'est un Américain. Il a montré que, par exemple, il y a un quatrième état de l'eau, c'est-à-dire il y a l'état solide, liquide, gazeux, mais sur l'interface, sur les bords, les molécules d'eau chassent tout ce qui n'est pas de l'eau. Il y a une différence de potentiel, ce qui fait que l'eau dans un récipient accumule des charges et donc ça fait une batterie. C'est pareil, il a des tas de preuves, mais ça n'a pas eu de conséquences dans la communauté scientifique. Mais alors, moi j'ai revu en 2012 Malcolm X dans un colloque qui est venu en France, à Biarritz, je crois. Et je me rappelle quand on a discuté le coup, 2012, ça fait 10 ans. Il y a 10 ans, Malcolm, qui était un grand théoricien de l'époque, était entièrement d'accord avec moi en disant actuellement, dans ces expériences-là, on doit déjà être à 8 milliards de degrés. Et pourquoi? Parce qu'en fait, dans les machines à fusion comme ITER, les instabilités, c'est ce qu'on évite le plus possible. Alors que là, je dirais, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est justement parce que c'est instable que la température monte. Et à ce moment-là, la température varie comme le carré de l'intensité électrique. Donc si on double l'intensité, on va multiplier la température par 4. C'est fabuleux. L'instabilité, ça peut être gagnant ou perdant. Alors il y a un truc, c'est que si on arrive à des températures de 1000 milliards de degrés, on commence à maîtriser les transmutations. Et moi, je suis convaincu que ça, c'est la physique nucléaire de l'avenir. La physique nucléaire qu'on a fait, on a étudié des petites réactions de rien du tout. La dissociation exo-énergétique de l'uranium, bon, et du plutonium, c'est rien. Quand on arrivera à maîtriser ce genre de choses-là, on pourra s'affranchir des problèmes de matières premières. On pourra transformer un métal en un autre. Alors, le truc, par exemple, c'est extraordinaire, c'est que en France, on avait une Z-machine, ça s'appelait une Z-machine, et elle est à Gramma. Et alors pourquoi est-ce que les gens faisaient des machines comme ça, des compresseurs? C'est pour compresser du polystyrène et créer des charges de rayons X, pour aller tester les têtes nucléaires aux armes antimissiles. Donc chez Ionas, une fois par semaine, une fois par mois, un type arrivait avec une petite tête nucléaire, alors c'était secret, on fermait tout, et puis on faisait un petit essai, voilà, c'est tout. Mais là, tout d'un coup, ça dépasse carrément ce genre de choses. Parce que, franchement, alors aussi, il y a une chose, c'est que ce sont des plasmas nouveaux. Dans un plasma, soit la température électronique est égale à la température du gaz, et un plasma le plus courant, c'est celui des tubes fluorescents. Et dans le tube fluorescent, la température électronique est supérieure à la température du gaz. Et bien là, c'est l'inverse. Les électrons sont plus froids que les ions. On a des électrons à 200 millions de degrés et un gaz à 3, 4, 5 milliards de degrés. Donc ce n'est pas la même physique des plasmas. Vraiment, c'est ce que je disais, mais il y a un paquet de thèses de doctorat là-dedans. Mais faisons cette machine, mettons des gens là-dessus qui vont phosphorer. C'est extraordinaire. On voit bien, par exemple, si on fait de la chimie avec des champs magnétiques, ça change beaucoup de choses. Exactement.
Voilà. Donc il y aurait encore des tas de domaines qu'on croit avoir conquis, mais qui pourraient être amenés dans d'autres directions parce qu'on introduit des éléments différents. Le fait d'avoir des champs électriques, magnétiques, etc., ça change complètement le milieu. Mais quand tu posais la question, par exemple, est-ce qu'on a des recherches sur l'imagerie en France? Non, zéro. Les choses leur ont été offertes sur un plateau, personne n'a rien fait. Et là, moi, j'ai expliqué, il faut fabriquer une Z-machine. C'est des histoires à quelques dizaines de millions de dollars. C'est rien du tout à l'échelle de la Big Science. C'est un truc qui tient dans le jardin, quoi, il n'y a pas de problème. Okay. Mais c'est pas comme ça qu'ils voient les choses. Alors, un jour, il y aura des résultats essentiels dans ce jour-là, et les Français diront, ah tiens, on a raté le virage en 2008. Voilà. Et je crois qu'on est là pour rater tous les virages. Ben, il y aurait beaucoup de. Enfin, c'est l'importance des politiques, dans les choix qui sont faits, et puis c'est toute une cascade de conséquences. Mais est-ce que tu te rends compte que le président de la commission d'évaluation des scientifiques et techniques, c'est Villani, qui est matheux, connaît rien à la physique. Or, les choix scientifiques et techniques, ce pas des choix de matheux, c'est des choix de physiciens. Et voilà des gens qui vont décider de repartir dans le nucléaire, de repartir dans le surgénérateur, alors que tu les mets devant un tableau noir en disant expliquez-vous comment ça marche, ils ne savent pas. C'est vraiment pile ou face, tu vois. Un petit mot de fin. Bah, premièrement, toute science n'est pas bonne à faire. Toute vérité n'est pas bonne à dire, et toute science n'est pas bonne à faire. Franchement, moi je dirais que ma carrière scientifique m'a amené à des recherches. Si j'avais été dans la police, par exemple, j'aurais été commissaire de police. Bon, il y a un moment où vous trouvez un cadavre dans une voiture. Vous voulez faire une enquête. Et à ce moment-là, votre bonhomme vous dit non, non, ça c'est dans votre arrondissement, ça ne me regarde pas. Mais quand même, j'ai trouvé que non, non. Moi, j'aurais voulu pousser. Si on avait fait pression sur moi pour que j'arrête une enquête, je me serais dit, je ne suis pas dans la police. Tu comprends? Donc là, c'est pareil. Il y a des recherches scientifiques. Je me rappelle René Pelat, qui était mon directeur de recherche au CNRS, m'avait dit, tu travailles sur ce qui est en bas, pas sur ce qui est en haut. Tu laisses tomber ces sujets-là. Et c'était la imagerie. Donc il y avait une injonction à ne pas faire. Donc, il y a des interdits, des sensations. Il y a une raison d'État en science. Voilà. Disons que le mot de la fin, en science, il existe une raison d'État. Alors, moi je dirais, le problème qu'on a quand on a des gens qui décident d'orientation, c'est le manque de pluridisciplinarité. C'est-à-dire, la critique, elle ne date pas d'hier, puisque Georges Bernard Shaw, le célèbre écrivain irlandais, disait à force de connaître tout sur rien, qui est le cas du spécialiste, on peut vite par connaître rien sur tout. Ah, oui, exactement. Voilà, donc il y a. Oui, effectivement, on s'aperçoit que la politique guide l'orientation de la science, alors que c'est un petit peu comme on a vu pendant la crise. On a imposé à certains médecins comment ils devaient soigner, les grandes orientations, etc. Donc, on est rentré dans une structure techno-scientifique où le politique est roi et décide d'orienter, quitte à pénaliser un pays, parce que finalement, quelqu'un avait dit très justement que la France était spécialisée dans la recherche applicable, non applicable. Voilà. Et donc, voilà. C'est le destin d'un pays, c'est bien dommage, parce que il y avait un bouillonnement créatif en France, on a été, sans faire du cocorico, enfin, il y avait un terrain. Les Français sont très imaginatifs. Oui. Mais il y a des tas de domaines où la créativité française a été bridée. C'est ça. Elle a été bridée pour des raisons peut-être qui nous seront données dans 50 ans, mais on ne sera plus là parce qu'effectivement, ça a été décidé qu'un pays aurait accès à ça ou pas. Alors, il y a quand même une chose qui change tout, c'est Internet. Internet et la vidéo. Alors, début 2017, moi je me suis dit, c'est pas la peine que je cherche à parler aux scientifiques, ils ne veulent pas entendre. Alors j'ai fait ces 30 vidéos Janus, et ça fait un paquet de choses à regarder, mais je peux dire qu'il y a quand même peut-être en France plusieurs milliers de gens qui ont des compétences techniques et scientifiques, qui ont regardé tout ça, et ça continue à faire son chemin. Alors que si on interroge des gens comme, enfin je ne sais pas citer de nom, ils n'ont pas vu. Alors, c'est vrai qu'Internet a révolutionné, je ne donnerai pas de nom, mais j'ai un ami qui est cancérologue, et donc avec un site Internet, les cancéreux se donnent des traitements. Il a appris beaucoup face à ces patients qui cherchaient réellement. Il me dit il y a des choses qui m'ont été apportées sur un plateau d'argent. Donc peut-être que
Internet permettra d'avoir un laboratoire virtuel où des gens qui ont une certaine compétence technique pourraient contribuer à leur façon, et je pense qu'ils seraient heureux de contribuer vis-à-vis de quelque chose qui peut les intéresser ou qui peut même les enthousiasmer. Voilà. Mais tu m'as dit qu'il y a des gens qui étaient au cœur de cette stratégie des fake science pour dénoncer les fausses sciences. Alors allez-y, attaquez-vous, je n'ai jamais vu ce dont faites-le. On a vu ça pendant la crise du Covid, il y a des fake news sur l'hydroxychloroquine, etc. Je crois que, bah, en conclusion, c'est une philosophe, Hannah Arendt, qui disait qu'en période de régime totalitaire, tout est inversé. Et donc, j'ai pas besoin de développer, c'est comme dans le modèle Janus, ça tourne à l'envers. Voilà. Donc, on a un système d'inversion où les gens compétents sont mis de côté, ceux qui sont compétents sont portés au pinacle. Et on avait des choses de ce type. Et le public est saoulé de trucs, il ne sait plus à quel sens. Il ne sait plus, on peut comprendre, fake news, on ne sait plus où est la vérité. Donc, je veux dire, où est le vrai. Alors, les gens choisissent d'aller vers l'institutionnel, on peut les comprendre. Je crois que la crise a montré que l'indépendance des experts, alors là, on est dans un domaine où il n'y a pas d'argent en jeu. En médecine, des fois, il peut y avoir de l'argent. Mais il y a aussi des cohérences en jeu, des carrières en jeu, des visions du monde. Et c'est ça qui fait que la science avance. Mais il y a quand même quelque chose d'assez rassurant. Je pense que ça sera le cas. Quand on est dans une bibliothèque scientifique, voilà, on regarde et on voit plein de modèles. Et puis finalement, la vérité, c'est de frayer un chemin. Et il y a quand même des choses qui sortent. Donc je pense que. Voilà. Tu vois, le dernier bouquin que j'ai fait, les livres précédents, ils étaient au rayon ésotérisme. Et là, il n'est pas passé au rayon sciences, il est passé au rayon histoire des sciences. Ah non, non, il est passé carrément à la FNAC de Lyon, c'est là où j'ai acheté, au rayon sciences. Au rayon sciences. Oui. Oh, ça énorme.